Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ouais, je sais, ça fait longtemps, mais j'étais occupé entre le taf, les vacances et tout ça. J'ai pas eu le temps pour faire des vidéos. Donc, bah écoutez, on y retourne. Hein. Alors, aujourd'hui nous allons parler de X-Men Apocalypse. C'est écrit là. J'ai été le voir hier donc. Et bon, je vais vous donner vite fait ma petite review, ma petite critique, mon point de vue. Alors, le film commence formidablement bien. La première scène est dense, c'est intense, c'est vraiment cool. Et ça fait plaisir, parce que moi, franchement, j'avais des grosses appréhensions. Quand j'ai vu X-Men Apocalypse, j'ai cru, naïvement, qu'ils allaient essayer d'adapter l'ère d'Apocalypse. L'ère d'Apocalypse, c'est une espèce d'arc narratif qui a interpellé X-Men, X-Force et Factor X. C'était un univers parallèle où, suite à la mort du professeur Xavier, tué par son propre fils Légion, tout l'univers Marvel basculait dans une sorte de bulle spatio-temporelle différente, où le monde est dirigé par Apocalypse, où Cyclope et Havok sont des gros méchants qui obéissent à Apocalypse, où Serval fait la résistance avec Jean Grey d'un côté, et où l'école est dirigée par Magneto. Et Magneto est en couple avec Malicia, d'ailleurs. Puisqu'il ne faut pas oublier que les deux, ils ont une petite idylle. Mais ça, c'est une autre histoire. Pardon. Donc le film commence bien, n'a rien à voir par contre avec l'ère d'Apocalypse. Hein. Le film parle juste d'Apocalypse. C'est les X-Men qui rencontrent Apocalypse. C'est X-Men Apocalypse. Donc, dans X-Men Apocalypse, Apocalypse n'est pas le personnage qu'il est supposé être dans le comics, puisque dans le comics, c'est effectivement un mutant égyptien qui a fusionné avec un vaisseau spatial pour devenir immortel, qui a le pouvoir de grandir, de rapetisser, de faire plein de choses, et qui peut envoyer des rafales, qui peut voler, enfin voilà. Ici, que nenni, point. Non, ici, en gros, le père Apocalypse, c'est un mutant qui se sert de son vaisseau, puisqu'il a quand même le vaisseau chelou, pour passer de corps d'un mutant dans le corps d'un mutant, et à chaque fois qu'il passe dans un nouvel hôte, il lui pique ses pouvoirs. Ce qui fait qu'à la fin, il a plein de pouvoirs. Donc ça, c'est une création type pure des scénaristes, parce qu'il n'y a absolument pas ça dans les comics, mais c'est pas grave. Là, il ressemble un petit peu à Orochimaru, si tu veux, dans Naruto. Le mec qui passe de corps en corps et il vole les pouvoirs, c'est comme ça. Tu sais pas pourquoi, mais on s'en fout. C'était trop compliqué de faire le vrai comme dans le comics. Non, je sais pas, eux ils ont pas voulu. Donc c'est pas grave. On va faire outre. De toute façon, les nickages de personnages, ils ont fait que ça. Hein, ils ont respecté certains trucs, comme le fait qu'Aurora soit une voleuse au Caire étant petite, comme le fait que Angel récupère ses ailes par Apocalypse, c'est les ailes en fer, ok. Mais tu vois, les ailes en fer, il s'en sert qu'une fois, juste pour montrer qu'il est capable de le faire. Après, il s'en sert plus jamais. Et ça n'est pas bien. C'est un reproche du film, tu vois. Ils ont des bonnes idées, ils les mettent une fois en scène. Une fois qu'ils ont mis une fois en scène, on s'en sert plus. C'est dommage. Autre souci, puisqu'on va continuer avec les soucis. Hein. Là, le premier souci, c'est les personnages. Donc, outre Apocalypse qui a été niqué, outre ça, t'as Jean Grey. Jean Grey, elle grandit avec le phénix en elle. Non, je dis non. Le phénix, c'est une entité cosmique qu'elle va récupérer dans une guerre avec les Kree contre les Skrulls de mémoire. Enfin, c'est quelque chose de... C'est quand les X-Men vont dans l'espace. C'est quelque chose d'assez dantesque, c'est quelque chose d'épique, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est certainement pas quelque chose comme eux l'ont mis en place. Elle ne naît pas avec le phénix en elle. Non, t'as pas le droit de faire ça. C'est pas bien. C'est pas crédible. Mais c'est crédible par rapport... C'est pas crédible par rapport aux comics, mais c'est crédible par rapport au film. Et ça, on y reviendra tout à l'heure aussi. Autre personnage qui parle n'importe comment. Cyclope. Pourquoi est-ce que c'est lui le petit frère d'Havok, alors que ça a toujours été l'inverse dans le comics? Qu'est-ce que ça apporte? J'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ça faisait. Quelle est l'idée? Quel est l'intérêt? Qu'on m'explique, parce que là, c'est juste n'importe quoi. Mais à la rigueur... C'est encore du point de détail. C'est encore du point de détail. Non, il y a des choses qui sont beaucoup plus compliquées que ça. Par exemple,
Le personnage de Mystique nous est présenté comme étant une héroïne. C'est la classe, tous les jeunes mutants veulent ressembler à Mystique. C'est elle qui sauve les mutants. Seulement, dans la première trilogie X-Men, qui est censée être les X-Men de maintenant, puisque les X-Men là, X-Men Beginning, X-Men Apocalypse et Day of the Future Past, ça se passe dans le passé, les années 60, 70 et 80. Dans les contemporains, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas ce rapport avec Mystique? Pourquoi ils ne connaissent pas Mystique? Pourquoi dans X-Men 2, Ororo et Jean Grey, ils sont surpris de rencontrer Diablo, puisque dans là, ils nous montrent qu'ils ont été à l'école ensemble, tu vois, c'est totalement n'importe quoi. Et ça, c'est le deuxième gros reproche que je vais leur faire, c'est que cette seconde trilogie est totalement en train d'annihiler la cohérence qu'il y avait dans la première trilogie. Ils nous montrent des choses qui n'ont aucun sens. Si tu as vu les 3 premiers X-Men, tu regardes ça, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Alors vraiment, les mecs, ils pensent trilogie par trilogie et ils ne font pas de lien entre eux. Et je sais pas, mais moi, ça me gêne. Je veux dire, c'est pas difficile. En plus, c'est le même réalisateur. Celui qui a fait X-Men 1 et 2, c'est celui qui est en train de faire X-Men Apocalypse. Donc c'est le même mec. Il sait pertinemment que ce qu'il est en train de faire, c'est de la merde. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Moi, ça me choque. Peut-être vous allez vous en battre les couilles, mais moi, ça me choque. Tu te dis, non. Alors, quand tu rencontres Magneto la première fois dans X-Men, il est dans une conférence sur les mutants, avec des sénateurs et des trucs comme ça. Ok. Sauf que là, ils viennent de nous dire, Magneto, suite à l'attaque du président dans X-Men Day of Future Past, c'est le mec le plus recherché du monde. Tout le monde veut sa peau. Tu crois que si t'es le mec le plus recherché du monde, tu peux approcher des sénateurs américains comme ça facilement? Non. Ça nique tout. Et si on va encore plus élargir, parce qu'il ne faut pas oublier d'élargir, le personnage de Quicksilver. Voilà, Quicksilver, ils nous font des super plans avec lui. Dans le 2, dans Day of Future Past, ils avaient fait des super plans où il court dans la cuisine là, du Pentagone. Là, ils nous refont pareil, il y a une explosion, il va sauver tout le monde. Donc déjà, je trouve qu'il va beaucoup trop vite, parce que dans le comics, il est censé faire que 300 km/h. Comme Diablo, il est capable de dire « Je suis capable de me téléporter partout où j'ai été. » Non, maximum 6 km. C'était écrit dans le comics. Hein, bon. Je pinaille. Mais bon, là, il va très très vite, alors qu'il n'est pas censé aller aussi vite. C'est pour ça que dans le crossover DC contre Marvel, Flash le bat, parce que Flash n'a aucune limite de vitesse. Lui, oui. À la rigueur, c'est même pas ça le souci. Le souci, c'est que dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, Quicksilver a une sœur, qui s'appelle Red Witch, la sorcière rouge. Dans X-Men Apocalypse, il nous dit qu'il est le fils de Magneto. Alors, on sait que c'est vrai. Mais non, mais la sorcière rouge, c'est sa sœur et c'est aussi la fille de Magneto. Donc, où tu rajoutes, si c'est sa sœur, tu la rajoutes aussi dans X-Men. Et la filiation, tu la rajoutes dans Avengers. Pour faire quelque chose de crédible et de cohérent. Parce que là, c'est juste pas possible. Je sais pas, encore une fois. Réfléchis-y. Tu peux pas faire ça. Et surtout, c'est Marvel qui est derrière, c'est Marvel qui chapeaute tout. Alors, ils passent par des studios différents, il y a de la Century, ce genre de choses. Mais merde, c'est pas difficile à rajouter et à vérifier, ça. En fait, tu te dis, ils sont pas capables d'avoir une vision à long terme, ou une vision large, ou une vision pensée, réfléchie, où que les personnages, quelle que soit la saga dans laquelle ils évoluent, et même s'ils évoluent dans plusieurs sagas, puissent avoir une cohérence. Là, par exemple, ils vont... Dans le X-Men Apocalypse, il y a un petit caméo de Wolverine. Wolverine va massacrer tout le monde. Bien sûr, il n'y a quasiment pas de sang. Hein. Là, il va juste décapiter et démembrer 400 personnes, mais il n'y a pas de sang. Et tu te dis, ils l'ont capturé. Alors, il ressemblait à l'Arme X, il avait son casque comme dans le comics, l'Arme X, naninana. Seulement dans le film, on sait très bien que le gars, il s'est enfui juste après avoir été transformé en... Juste après avoir reçu l'adamantium. Pourquoi est-ce que là, il fait ça? Il y a une incohérence. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a une incohérence grave qui pose problème. Ça n'a pas de sens ce qu'ils font. Et ça dénature tout. Enfin, et le dernier problème, parce qu'il y a plein de problèmes à aborder, c'est que des Marvel, on s'en chope 3 à 4 par an maintenant. Depuis plusieurs années. On commence un petit peu à comprendre les ficelles, à voir comment ça marche, comment ça fonctionne. Et le problème, c'est que quand tu commences à réfléchir un petit peu à comment sont faits les films et tout ça, tu te rends compte que ce X-Men Apocalypse n'a pas d'enjeu dramatique. On n'est jamais capté, on n'est jamais happé par l'histoire.
On ne se dit jamais, oh mon Dieu, est-ce qu'ils vont réussir? Non, parce qu'on sait qu'ils vont réussir. Et il n'y a pas la tension, il n'y a pas la dramaturgie, on n'est pas pris au trip, quoi. C'est jamais fantastique, c'est fantastique par l'image, par les effets spéciaux, mais à part la première scène où la musique est épique, plus jamais on ressent d'émotion dans le film. On regarde, c'est divertissant, c'est plaisant, tu dis, oh, il y a des personnages, oh, il y a des pouvoirs, oh, il y a des beaux décors, mais on n'est pas happé par l'histoire, il n'y a pas d'empathie vis-à-vis des protagonistes. On ne se sent pas intéressé par l'histoire d'amour bidon entre le fauve et Mystique. On ne se sent pas intéressé par l'histoire d'amour bidon entre Moira McTaggart et Charles Xavier. La relation Xavier-Magneto, c'est bon, on la connaît par cœur, donc on n'est pas non plus on n'y est pas très sensible. Et d'une manière générale, il y a un vrai problème comme ça, c'est que, outre le fait qu'on voit tout venir, les enjeux... on n'est pas pris par les enjeux du film. Et c'est un problème. Singer crée un monde cohérent, c'est beau, c'est bien foutu, mais on s'en fout. Donc le film, je sais pas qui va intéresser, il va intéresser certainement les adolescents, ceux qui en veulent plein les yeux, qui en veulent pour leur argent. Mais si tu connais un petit peu tout ça, en fait tu t'en fous parce que c'est pas très passionnant. C'est décevant. C'est vraiment un des plus mauvais Bryan Singer avec Superman Returns. Et voilà. Je suis désolé. C'est du démasticage, mais voilà. C'est pas non plus un super bon film. Et si je devais le noter sur 6, je mettrais 3. Voilà, un petit 3. Juste, 3. C'est bien noté, 3. Bon, sur ce, je vous abandonne là. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!